En direct pour cette émission spéciale consacrée au génocide à Gaza, consacrée parce qu'aujourd'hui c'est le 7 octobre 2025, donc 2 ans après le 7 octobre 2023, l'entité sioniste qui a donc déployé toute sa haine et a montré son véritable visage à l'humanité tout entière. Un visage dissimulé avec soin pendant plus de 70 ans. 70 ans de mensonges, de fourberies et surtout de victimisation. Gaza, la ville occupée, oppressée, a fait éclater la vérité et l'a libérée du prisme sioniste 2 ans après le 7 octobre 2023 et avec près de 70 000 morts, une ville réduite en poussière, les objectifs avoués ont-ils réellement été atteints? 2 ans de génocide et de massacres acharnés ont-ils suffi à ramener la paix et assouvir la haine de l'entité sioniste et de ceux qui la soutiennent, ou faudrait-il encore jouer les prolongations d'une guerre absurde, omettant que la solution existe, mais qu'elle reste surtout une option indésirable? Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir nos invités durant ces 2 heures qui nous accompagneront. Gamal Abina, expert en questions internationales, sera avec nous depuis Paris. Brigitte Jeannot, avocate et membre de l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité, qui est avec nous en direct depuis Nancy. Amjad Chihab sera également avec nous, professeur universitaire à l'université d'Al-Aqsa. Il nous rejoindra d'Al-Quds. Riyad Sidawi avec nous, directeur du Centre arabe de recherche à Genève, le CARAPS. Messieurs, bonsoir. Et nous rejoindra, bien sûr, en deuxième partie de cette émission, Badis Nissa, analyste des questions internationales. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Pour commencer, Riyad Sidawi, alors le décor est planté. Bien sûr, 2 ans de massacre, 2 ans de guerre contre les Gazaouis, 2 ans de génocide avéré, de génocide reconnu. Que faut-il aujourd'hui penser 2 ans après, je veux dire, que faut-il penser de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza? Est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif a été atteint? C'est finalement ça l'objectif, réduire Gaza en un grand champ de poussière. Est-ce que c'est une victoire pour l'entité sioniste aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Je pense même que c'est une défaite à l'échelle internationale. Aujourd'hui, même ceux qui ne s'intéressent pas du problème de la Palestine, je parle des peuples, notamment des peuples européens, américains, ils se manifestent. Ils se manifestent partout parce que tout le monde a compris qui est l'entité sioniste. Nous, politologues, historiens, palestiniens, des Arabes, nous connaissons bien l'entité sioniste qui a été fondée à travers les massacres de 1948, du village d'Ir Yassin, et 1956, Kafr Qasem, et Bahr al-Bakar en Égypte, et des centaines, et Sabra au Chatil au Liban, et des centaines de massacres. Mais toujours, le criminel de guerre, Benjamin Netanyahu, et ce n'est pas mon jugement, mais c'est le jugement de la Cour pénale internationale, puisqu'il a été accusé officiellement par des crimes de guerre et des génocides, Benjamin Netanyahu n'a pas réalisé 2 objectifs politiques qu'il a annoncés depuis son agression contre le peuple palestinien à Gaza. Oui. Premièrement, désarmer la résistance palestinienne. La résistance palestinienne résiste toujours. Aujourd'hui, hier, il y a même des missiles qui sont partis de Gaza, certes qui ne sont pas puissants comme les missiles américains ou les F-16, ou F-22 et F-35 américains, mais il y a la résistance. Donc, c'est un échec total d'anéantir la résistance palestinienne. C'est un peuple qui résiste. Ce n'est pas uniquement le Hamas ou le Djihad islamique ou le Front populaire de la libération de la Palestine, mais c'est un peuple entier qui résiste. Deuxième objectif politique majeur de cette guerre de Benjamin Netanyahu, c'est libérer les prisonniers israéliens par la force. Or, il a subi un échec total. Un échec total. Les otages ou les prisonniers israéliens qui ont été libérés, c'était par le biais et via les négociations politiques. Je répète, via les négociations politiques et non pas par la force militaire. Au contraire,
Il a tué ses concitoyens par des bombardements. Donc, il a subi une défaite totale, puisqu'il n'a pas réalisé ses objectifs. Donc, il se venge contre qui? Il se venge contre les civils palestiniens, les enfants palestiniens. On parle des dizaines et dizaines de milliers de victimes, des femmes palestiniennes, des vieillards des Palestiniens, des mosquées palestiniennes, plus que 1000 mosquées rasées de la carte, des églises palestiniennes rasées de la carte, certaines datent depuis 1000 ans. Et toute la ville de Gaza a été anéantie. Aujourd'hui, personne ne pourrait reconnaître Gaza. Mais il a subi une défaite totale, même au plan militaire, puisqu'il y a toujours cette résistance palestinienne. Oui, très bien. Justement, Riyad Sidawi, on l'aura compris. Finalement, Brigitte Jeannot, on doit comprendre aujourd'hui 2 ans de guerre, 2 ans de génocide, mais on n'a pas l'impression, à part le fait d'avoir réduit complètement, donc comme je le disais, Gaza à terre, on n'a pas l'impression qu'il y a réellement des mesures concrètes ou qu'il y a une volonté réelle de faire cesser ce supplice aux Gazaouis. Alors effectivement, la réaction des États qui regardent ce génocide depuis 2 ans n'est absolument pas à la hauteur du génocide qui est en cours et de ce qui est subi par le peuple palestinien de Gaza. Et j'ai envie d'inclure aussi également les Palestiniens de Cisjordanie qui vivent vraiment une situation extrêmement grave à la date d'aujourd'hui. Si le génocide à Gaza peut continuer, si le nettoyage ethnique en Cisjordanie peut se perpétrer, c'est parce que Israël bénéficie d'une impunité dont elle jouit grâce au soutien diplomatique, politique, économique, enfin sur tous les plans, notamment des États occidentaux, mais pas que, et l'absence de sanctions. C'est ce que certains ont appelé le consentement au génocide, comme Didier Fassin l'a fait dans un livre, ou Dominique Hédé dans un livre qu'elle a intitulé « La mort est en train de changer ». Vraiment, c'est absolument incroyable de voir que les États n'ont pas réagi. Heureusement, les sociétés civiles ont été amenées à réagir. D'abord en manifestant, ensuite en ayant des actions citoyennes de boycott, puis nous avons vu les flottilles, et ça met une pression sur les États pour qu'enfin il y ait des sanctions à l'égard d'Israël. Alors il y a quelques pays qui ont pris des mesures concrètes, comme la Colombie, comme l'Espagne, comme le Brésil également. La Turquie également a eu une voix forte. Enfin, ces pays ont eu des voix fortes. Mais si ce génocide a pu avoir lieu depuis 2 ans, c'est parce que, il y a un soutien qui est apporté par les principaux États occidentaux, dont bien entendu les États-Unis, mais pas que. Certains États européens également soutiennent l'action qui est menée par Israël. Alors, Brigitte, pour rester avec vous, alors c'est vrai que nous avons vu qu'il y a eu un grand, je dirais, mouvement de ce qu'on appellerait la société civile, et c'est finalement la société civile qui a fait bouger les choses, hein, parce qu'il faut le dire ainsi, en plus de la flottille ou des flottilles au pluriel. Nous avons également vu la chute de plusieurs mythes entourant cette entité sioniste qui était exempte de tout critique. Il fallait surtout pas s'approcher des lignes rouges concernant tout ce qui était d'une manière ou d'une autre juif. Et je dis bien juif, parce qu'on verra par la suite pourquoi c'est pas l'entité sioniste. Alors finalement, tous les mythes ont été déconstruits, et surtout, on a vu que le vrai visage de cette entité sioniste, lorsqu'on voit des citoyens, par exemple, de régions limitrophes, telles que Ashdod, ou là où s'est passé donc le 7 octobre également, des populations venir voler l'aide qui était au départ destinée aux Palestiniens. À ce point, ils souffrent de faim, ils l'auraient dit, et ça aurait solutionné beaucoup de choses. On leur a envoyé, par exemple, des aides humanitaires, si tel est le cas. Oui. C'est regrettable. Oui. Alors, les masques tombent.
À la FPS, nous suivons, eh bien, le sort du peuple palestinien, depuis plusieurs décennies. Depuis plusieurs, décennies, on est alertés par, eh bien, les violations du droit des Palestiniens à l'autodétermination, le fait qu'ils ne peuvent pas se développer dans des conditions normales, vivre normalement, se déplacer normalement, puisqu'il y a un blocus illégal qui, était imposé à Gaza depuis 2007. Mais en Cisjordanie, lorsqu'on se rendait sur place, on constatait que la situation était totalement anormale. Et là, depuis le 7 octobre, c'est absolument inouï ce qui se passe, avec effectivement des actions qui sont menées pour empêcher l'aide humanitaire d'entrer dans Gaza. Il y a des milliers de camions qui sont empêchés de manière délibérée d'entrer dans Gaza. On le sait désormais que de manière volontaire, l'État d'Israël empêche l'aide humanitaire pour affamer la population de Gaza, et ça fait partie d'ailleurs des éléments du génocide. Donc de nombreux livres ont été écrits au cours de ces 2 dernières années, et lorsque je dis que les masques tombent, je pense par exemple à un livre extrêmement intéressant qui a été écrit par madame Monique Chemillé-Gendreau, qui est une grande professeure Oui. de droit international, qui explique dans un livre récent que l'État d'Israël, depuis sa création, s'est employé à rendre impossible la création d'un État de Palestine. Et elle le fait vraiment avec une analyse qui est absolument implacable des 75 dernières années. Alors, donc on assiste actuellement, eh bien, à une volonté d'effacer le peuple palestinien, qui résiste et qui continue à dire qu'ils ne veulent pas partir de Gaza, ils ne veulent pas partir de Cisjordanie, même si, la pression, mise sur eux est extrêmement forte. Mais une fois de plus, les Palestiniens démontrent leur attachement, à leur terre. Très bien. Riyad Sidawi, alors l'entité sioniste, comme disait aussi Brigitte Jeannot, aurait-elle d'abord perdu la bataille de l'opinion publique, cette même entité qui, elle, comptait beaucoup sur la sympathie justement de cette communauté internationale, étant donné qu'elle qu'elle s'est toujours fait passer pour la victime historique et donc à celle à qui on pardonne tout. Oui, je suis tout à fait d'accord. Parce que, comme j'ai dit, les historiens, les politologues, les Palestiniens connaissent bien l'histoire. L'entité sioniste s'est fondée sur des massacres, je répète, des dizaines. J'ai un tableau devant moi, même je parle des centaines de massacres, des villages rasés de la carte en Depuis 48. 1948. Voilà, je cite à titre d'exemple le massacre de Dir Yassin, du village de Dir Yassin en 1948, puis de Kafr Qasim en 1956, puis de Sabra et Chatil, plus que 5000 civils palestiniens massacrés à Beyrouth, ainsi de suite. Donc nous connaissons la nature de cette armée. Le noyau dur de cette armée, c'était la Ghana et le Stern, deux bandes terroristes, considérées même par la colonisation britannique à l'époque comme des mouvements terroristes. Aujourd'hui, évidemment, cette entité sioniste a perdu la bataille de l'opinion publique, a perdu la bataille des médias, malgré la plupart des médias occidentaux au début sont pro-israéliens, mais ils n'ont pas réussi à convaincre l'opinion publique européenne et occidentale, notamment la jeunesse. Et je souligne la jeunesse. J'ai vu les étudiants, comment ils se mobilisent dans les universités. Alors, la plupart aussi des médias occidentaux ont modifié, ont rectifié le tir, qui sont devenus plus objectifs à l'égard de la cause palestinienne. Et ça, c'est par la pression, je dis la pression de la rue occidentale, des peuples européens, des universités notamment. On a vu des professeurs universitaires
comment ils ont été traités par la police américaine, hein, une chef du département de philosophie, d'autres historiens, comment ils étaient traités par la police américaine. Mais aujourd'hui, on a bien compris, l'entité sioniste massacre le peuple palestinien par l'appui direct et la protection totale des États-Unis d'Amérique. J'accuse les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, c'est le seul pays dans le monde qui protège et qui encourage l'entité sioniste de continuer à massacrer le peuple palestinien. Très bien. Donc, finalement, vous avez résumé à peu près la situation parce que finalement, ce qu'on pourrait dire, Brigitte, donc avant de vous laisser quand même, parce que je sais que vous avez d'autres engagements, ce qu'on voulait dire en somme dans tout ça, c'est que finalement, si vous voulez, les masques sont tombés, les langues se sont déliées, certaines vérités qui étaient presque étaient des crimes de lèse-majesté aujourd'hui peuvent être dites. Par exemple, lorsqu'on est contre le sionisme, eh ben on est contre le sionisme. Par exemple, on peut dire Free Palestine, avant on pouvait pas le dire. Et c'est devenu quelque part, si vous voulez, c'est grâce à ces milliers de victimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le bilan est monté jusqu'à 67 000 martyrs. 67 000, c'est toute une population qui est décimée. C'est grâce à ces martyrs qu'aujourd'hui, certaines vérités peuvent être dites, Brigitte Jeannot. Alors, en France notamment, il faut tout de même souligner qu'il y a un climat absolument terrible, puisque il y a un climat de répression extrêmement important en France. Vous avez raison, c'est vrai qu'on peut eh bien, apporter une critique et expliquer que finalement, tout ce que nous voyons aujourd'hui était en germe dans la politique de colonisation qui était menée par l'État d'Israël depuis sa création, mais surtout depuis 1967, avec les massacres qui ont été rappelés, la Nakba, etc. Mais il faut tout de même souligner que en France, mais également en Allemagne, il y a vraiment une répression extrêmement importante. Et ça, c'est quelque chose qui innerve toutes les professions, j'en veux pour preuve que il y a plusieurs centaines de militants, de personnes qui sont actuellement sous le coup de poursuites judiciaires pour de prétendues apologies du terrorisme. On a appris récemment qu'un avocat, par exemple, avait été démis de ses fonctions de la commission, de la présidence de la commission étrangère au barreau de Strasbourg parce que il s'était simplement ému du fait que, eh bien, il n'y ait pas de motion du barreau de Strasbourg sur la question de Gaza et sur le génocide en cours. Il y a des militants syndicaux qui subissent également des répressions, qui peuvent être licenciés. Nous apprenons également que des professeurs, des chercheurs qui sont sur des listes de discussion, par exemple, au sein de leur établissement d'enseignement supérieur, etc., eh bien, en sont exclus parce qu'ils ont émis eh bien, un avis où ils ont demandé à leur établissement de prendre position publiquement sur le génocide en cours. Je peux vous assurer qu'actuellement, il y a vraiment un climat très, 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 très désagréable en France. Par exemple, ce week-end, à Saint-Dié, il y avait un festival international de géographie où un arrêté a été pris pour interdire toute forme de manifestation et d'expression. Et lorsque nous sommes allés devant le juge pour essayer de faire annuler cet arrêté, eh bien, il nous a été répondu que des questions sensibles allaient être abordées, de géopolitique, et bien sûr, ce qui était visé, c'était la question israélo-palestinienne. La juge a même cité la venue d'Edoui Plenel, présentant son livre « Palestine, notre blessure », pour justifier cet arrêté d'interdiction, alors qu'il n'y avait aucun incident qui permettait eh bien, de justifier de manière concrète cette interdiction de manifester et de rassemblement, ce qui fait que
pendant ce festival international de géographie, dans l'espace public, l'AFPS n'a pas pu tenir un stand pour informer de la situation à Gaza, pour faire signer des pétitions, pour vendre des livres sur Gaza ou la Palestine. Et donc, Gaza a été invisibilisé. Alors, effectivement, il y a des progrès. Ça, c'est indéniable. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui, eh bien, se rendent compte de la véritable nature, eh bien, de la colonisation et de son implication concrète pour les droits des Palestiniens. Mais ça n'est pas toujours simple, eh bien, de l'exprimer à voix haute. Et une dernière chose qui me semble très importante, il faut savoir que la France a interrompu les évacuations de Gaza. Donc à partir du 1er août 2025, au motif qu'une étudiante palestinienne aurait retweeté eh bien, des tweets contestables. Et c'est une punition collective que la France a cru pouvoir infliger à la population de Gaza, aux personnes qui ont le droit de venir en France rejoindre leurs familles réfugiées ou qui ont obtenu, eh bien, grâce au programme PAUSE mis en place par le Collège de France, l'autorisation de venir poursuivre soit leurs études, soit leurs recherches, soit leurs projets artistiques. Et depuis plus de 2 mois, malgré la situation actuelle à Gaza, qui est dantesque, on ne peut pas dire les choses autrement, Oui. eh bien, la France a suspendu les évacuations de Gaza. Donc, C'est vous une voyez, sorte de on a punition, affaire, Brigitte, c'est une punition contre les collective, Palestiniens, absolument. pas forcément Ouais. contre les Français qui désiraient se rendre sur les territoires palestiniens et bien sûr parler de ce qui se passe, mais c'est également une façon d'isoler encore davantage les Palestiniens. Oui, oui, tout à fait. Nous avons plaidé vendredi dernier devant le Conseil d'État, qui était dans une formation en urgence en référé, pour demander à ce que cette décision de Monsieur Barrot soit suspendue. Alors, vous savez que les choses sont un peu compliquées sur le plan politique actuellement en France, puisque Monsieur Barrot est démissionnaire. On a affaire à un gouvernement Oui. démissionnaire, donc au plus haut niveau de l'État, les décisions sont difficiles à prendre, mais on a eu affaire à une audience assez surréaliste où les services de l'État étaient bien en peine pour justifier de cette décision de suspension des évacuations, tant elle est inhumaine, Oui. absolument inhumaine. Merci beaucoup, Brigitte Jeannot, pour cette information que vous venez donc de nous donner. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Monsieur Sidaoui, restez également avec nous avant de conclure avec vous, juste après cette petite pause publicitaire. Bien sûr, l'émission se poursuit. Je me tourne vers vous, Riyad Sidaoui. Riyad Sidaoui, finalement, faut-il finalement faire un bilan 2 ans après? Et puis surtout, faire quel bilan? De toute façon, c'est tous les jours qu'on fait des bilans aujourd'hui. Est-il nécessaire aujourd'hui, par exemple, de faire une pause et de se dire pendant ces 2 ans, mais qu'est-ce qui est arrivé de Gaza? Oui, je pense qu'il faut repenser aussi ou poser la question qu'un jour Vladimir Ilyich Ulyanov-Lénine l'a posée avant le déclenchement de la révolution bolchevique en 1917. Que faire? Que faire face à l'entité sioniste qui ne respecte pas ni le droit international, ni la vie humaine et qui bafoue toutes les lois internationales et la charte de l'ONU, appuyée et soutenue aveuglement et inconditionnellement par les États-Unis d'Amérique. Que faire? Les Palestiniens doivent poser cette question. Que faire? Surtout, je parle de la Cisjordanie, parce qu'il y a 60 000 policiers en Cisjordanie. Pourquoi la Cisjordanie n'a pas été totalement solidaire, je dis par les armes, avec la bande de Gaza? Aussi, la Ligue arabe, que faire? Est-ce que la riposte arabe était au niveau des massacres de l'entité sioniste? Je parle notamment des États arabes qui ont normalisé
avec l'entité sioniste? Pourquoi ils n'ont pas eu le courage même de retirer leurs ambassadeurs pour la négociation, pour repenser la situation, alors que le président de Colombie a expulsé l'ambassadeur israélien? La même chose, Cuba, Venezuela, d'autres pays en Amérique latine, le Sud-Afrique. Beaucoup de questions. Que faire aujourd'hui? Les Palestiniens doivent poser cette question. Les Arabes aussi, au sein de la Ligue arabe, le monde musulman aussi, le tiers-monde, l'humanité entière doit poser la question que faire? Parce qu'il faut dire que nous étions impuissants jusqu'à maintenant. C'est l'impuissance totale de la communauté internationale face au crime de Netanyahou, face au crime et du génocide de l'entité sioniste. Merci beaucoup, Riyad Sidaoui. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse donc, je vous libère, Riyad Sidaoui, bien sûr. Je me tourne vers vous, donc Gamal Abina, qui venait de nous rejoindre à l'instant. Gamal Abina, bonsoir. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Voilà, Gamal, quand même, au début du débat, on disait que est-ce qu'il faille aujourd'hui réellement faire un bilan et faire un bilan de quoi? Parce que de toute façon, il ne reste plus de Gaza, même si on voudrait parler, on fait que compter les victimes et les morts. Je veux dire, 2 ans après, génocide avéré, reconnu, mais vraiment aucune action pragmatique contre l'entité sioniste. Est-ce qu'on va encore rester longtemps à parler, à dénoncer et à condamner? Il faut savoir que les Palestiniens ne font pas la guerre aux sionistes, ils font la guerre aux États-Unis. Ce sont les armes américaines, l'argent américain, la protection américaine. Donc c'est bien une sorte de nouvelle guerre du Vietnam qui est en place. Et malheureusement, on parle de chiffres de 67 000 morts. Ce sont des chiffres du Hamas qui sont largement sous-évalués. Contrairement à la propagande du début de la guerre en 2023, on faisait croire que les chiffres du Hamas étaient exagérés. Ce n'est pas vrai. Ils ont toujours sous-évalué parce que personne ne se vend de ces pertes et surtout parce qu'ils n'en ont pas les moyens de comptabiliser. Le rythme de destruction est effarant. 90% de destruction sur le territoire palestinien. Le nombre de bombes qui tombent, c'est toutes les 8 minutes, il y a une bombe qui tombe. Les drones d'attaque, les assassinats ciblés, les bombardements aériens, terrestres, maritimes. Enfin, c'est vraiment une barbarie sans nom. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un tel niveau de destruction et de barbarie depuis la Seconde Guerre mondiale, pour être précis, contre l'Allemagne nazie. Et donc aujourd'hui, on a affaire à effectivement un bilan d'étape qui est très simple. Vous avez des bombes qui vaporisent les immeubles. Les destructions sont pires qu'à Berlin en 1945, parce que littéralement, les immeubles sont aplatis. À Berlin, les immeubles étaient debout malgré tout, détruits mais debout. Oui. Et donc le bilan d'étape, c'est quoi? C'est qu'on estime aujourd'hui, non pas 67 000 morts, mais entre 200 et 600 000 personnes qui ont été exterminées par la barbarie sioniste. On estime effectivement que les armes n'ont jamais manqué à la barbarie sioniste, sauf peut-être défensivement face à l'Iran, parce que là, c'est un échec total de la part des sionistes. On estime qu'effectivement, la sauvagerie avec laquelle on assassine des populations civiles, puisque c'est une guerre contre les civils, hein, il n'y a pas l'armée en face, c'est une guerre asymétrique, cette sauvagerie n'a pas été observée depuis très longtemps. Et surtout, on estime que la complicité américaine qui est active, puisque c'est les Américains qui sont à la manœuvre, que le reste de l'Occident, tous les dirigeants occidentaux sont activement complices, sont à l'opposé de leur population, complètement contre le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un génocide qui est largement caractérisé, c'est une destruction de masse, comme rarement on en a vu, c'est une intention génocidaire avec déportation totale de la population, et ça a été réclamé des dizaines de fois. C'était une volonté d'éradiquer les rares résistances qui restaient de la Palestine, et surtout de faire la paix avec des États arabes félons qui sont des traîtres. Il faut utiliser le terme. Ceux qui ont fait la paix avec Israël sont des traîtres. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut arrêter? Pour que la guerre s'arrête, il faut des sanctions, non pas seulement contre l'État sioniste, mais contre les États-Unis. C'est-à-dire que ceux qui sont acteurs de la guerre doivent être sanctionnés. Et c'est le cas avec le boycott. Pour au moins avoir une action au minima, un peu comme avec le racisme sud-africain, le boycott avait porté quelque part ses fruits. Aujourd'hui, il faut espérer effectivement qu'il y a un boycott. Il faut espérer que le nouveau monde qui se met en place, bipolaire à nouveau, monde Est-Ouest, puisse prendre fait et cause pour la cause palestinienne, qu'il y ait un poids prépondérant de la part des pays de l'Est et des pays du Sud en faveur des Palestiniens. Parce qu'aujourd'hui, l'Occident est à la manœuvre, l'Occident détruit la Palestine, l'Occident a volé la terre de Palestine, ce sont des Européens qui sont en Palestine, et c'est ces mêmes Européens qui se prétendent de retour sur une terre qui aurait été la leur, ce qui est faux, qui se prétendent juifs. En vérité, ce ne sont que de vulgaires Européens qui sont venus voler une terre arabe. Oui.
Très bien, Gamal. Brigitte Jeannot, je reviens vers vous. Tout à l'heure, vous aviez parlé de persécution, c'est-à-dire que tous ceux jusqu'à présent qui parlent encore de la Palestine ou oseraient brandir ne serait-ce qu'un étendard ou un signe qui serait relatif à la Palestine étaient donc passibles de persécution, surtout dans certains pays, par exemple, où le plus illustrant reste quand même l'Allemagne. Est-ce que vous pensez que c'est une politique d'État, cette persécution, ou que c'est dû, par exemple, à une politique de lobbying ou une pression des lobbying? Alors, je ne crois pas avoir dit persécution, mais plutôt répression, Oui, pour empêcher effectivement les soutiens du droit international, oui, les soutiens du peuple palestinien, les soutiens du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Alors, c'est un mélange de beaucoup de choses, hein. Il y oui. a effectivement beaucoup d'éléments qui l'expliquent. Il faut savoir que quelques jours après le 7 octobre 2023, notre garde des Sceaux a pris une circulaire pour demander au procureur de la République français d'être particulièrement vigilant pour toute forme d'expression publique euh, qui pourrait qui pourrait être qualifiée d'apologie du terrorisme. Il faut savoir que le juge d'instruction, Trévidic, qui est à l'origine de cette qualification, 1 an et demi plus tard, a dit publiquement dans plusieurs journaux à quel point il était choqué de l'utilisation massive de cette infraction, alors qu'il est à l'origine, puisqu'il avait promu cette infraction pour s'en servir contre des véritables terroristes. Il a été extrêmement choqué de l'utilisation qui a été faite contre les militants, contre des syndicalistes, etc., qui ne faisaient qu'exprimer un soutien au peuple palestinien. Donc, effectivement, en France, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment un vent mauvais qui règne, notamment sur les libertés publiques. Moi, je pense que, parce que tout à l'heure, vous demandiez, mais que faire? Il est absolument important. Alors, je souscris à tout ce qui vient d'être dit en termes de sanctions. Ça, c'est vraiment très, très important qu'il y ait des sanctions pour que l'État d'Israël soit isolé comme l'Afrique du Sud l'a été Durant des décennies, oui. durant des décennies au niveau international. Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très, très important, c'est de soutenir l'ONU, c'est de soutenir la CPI, la Cour pénale internationale, qui mène des enquêtes. Elle a été amenée en novembre 2024 à prendre 2 mandats d'arrêt, l'un contre Benjamin Netanyahou, l'autre contre Yoav Gallant. On sait qu'il y a des enquêtes qui sont encore en cours et que d'autres mandats d'arrêt devraient intervenir. Le problème est que les magistrats de la CPI, dont le président français, sont sous le coup de sanctions de la part des États-Unis, mais il est vraiment très, très important de soutenir l'action de la CPI, de soutenir également l'action de la Cour internationale de justice, parce que, et c'est là où le bilan est très contrasté, c'est-à-dire que, effectivement, le génocide a pu avoir lieu, c'est absolument terrible, je souscris encore une fois à ce qui a été dit, le bilan de 65 000 morts est vraiment à minima, lorsque on fera le décompte réel, on sera bien au-delà, mais il y a eu tout de même des avancées. Il y a eu 3 ordonnances qui ont été rendues par la Cour internationale de justice en janvier, mars et mai 2024, constatant que il y a un risque plausible de génocide et demandant à Israël de prendre des mesures. Israël, au vu et au su de la terre entière, n'a pas respecté ces 3 ordonnances qui ont été rendues. Il y a un avis historique qui a été rendu le 19 juillet 2024 demandant à Israël de libérer la Cisjordanie des colonies. Cet avis est très important puisqu'il déclare illégale l'occupation par Israël de la Palestine, du territoire palestinien occupé, et
va très loin puisque il prévoit également l'obligation de réparation. Alors là aussi, comme de très nombreuses résolutions de l'ONU, Israël n'a pas respecté ces décisions, mais il y aura un jour où cet État devra se rendre soumettre. des comptes. Parce que vraiment, ça n'est absolument pas possible. Et je tiens à préciser également une chose, c'est que nous attendons également de la Cour internationale de justice un avis à propos de l'UNRWA. Vous savez que l'UNRWA a été empêchée Suspendu. de continuer ses actions dans le territoire palestinien occupé, et un avis très important devrait être rendu. Alors, c'est vrai que sur le terrain, la situation est gravissime pour les Gazaouis, pour les Palestiniens de Cisjordanie. Les prisons sont pleines. La situation dans les prisons est absolument innommable puisque la torture règne en maître. Légiférer, oui. Oui, et on a 11 000 Palestiniens qui sont actuellement dans les prisons israéliennes. Donc voilà, on a affaire à un bilan qui est terrible, mais on continue, la société civile continue à exercer des pressions, notamment sur les pays européens, dont la France, qui ne s'est vraiment pas honorée pendant ces 2 ans par son action qui a été beaucoup trop timide. C'est-à-dire que la France a condamné avec des mots, mais n'a jamais pris de mesures concrètes. Donc nous continuons à exercer des pressions sur notre gouvernement français, pour que cela s'arrête au plus vite, pour que les Palestiniens puissent enfin vivre dans un pays Bénéficier d'un répit. libre. En tous les cas, certainement que Macron a vraiment fort à faire sur le plan interne. Donc finalement, la Palestine ne passe pas vraiment comme l'une de ses priorités. En tous les cas, on l'a vu pour l'instant. Je viens de nous rejoindre Amjad Chihab, professeur universitaire à l'université d'Al-Aqsa. Al-Quds. Amjad Chihab, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci de nous rejoindre. Amjad Chihab, oui, 2 ans après le 7 octobre, le fameux 7 octobre 2023, et bien sûr, la question palestinienne n'a pas commencé le 7 octobre, n'est-ce pas? Encore moins en 2023. Ça remonte à plus longtemps. Mais nous allons aujourd'hui nous restreindre à ces événements et à cette guerre et ce génocide contre Gaza. Finalement, ça fait 2 ans que l'entité sioniste est en train de bombarder Gaza dans un périmètre très réduit, très peuplé, sous prétexte qu'elle combat le terrorisme, alors que cette même entité sioniste est un État terroriste. Et on l'a vu, puisque de toute façon, ils ont été déboutés lorsque le Netanyahou avait pris la parole donc à l'ONU et que toute cette assemblée a été vide. Toute l'Assemblée générale a été ou a quitté son siège pour passer un message à Netanyahou qu'il n'est pas le bienvenu et qu'il n'est pas bon de l'écouter. Tout à fait. La cause palestinienne, le drame palestinien, le Nakba, qui continue, qui ne cesse pas d'arrêter depuis 77 ans. La cause palestinienne n'a pas commencé, le drame n'a pas commencé le 7 octobre, elle a commencé en 1948, quand ils ont détruit des centaines de villages, ils ont rasé complètement. Ils ont expulsé la moitié du peuple palestinien. Ils ont commis des dizaines de massacres. Et depuis le 7 octobre 2023, ils ont pour un objectif d'expulser, de faire du nettoyage ethnique. Pour arriver à cet objectif, ils ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Ils sont arrivés au crime de génocide. Et ce qui arrive aujourd'hui est que le récit de l'état d'occupation est complètement tombé. On parle aujourd'hui que la cause palestinienne est devenue une cause de conscience humaine. Elle est devenue une cause de l'injustice qui règne aujourd'hui. Elle est devenue une cause contre l'impérialisme, contre l'esprit colonial, contre le mensonge et contre l'extermination ou les tentatives d'extermination d'un autre peuple.
contre les crimes d'occupation. L'occupation, c'est la véritable origine de tous les malheurs et les souffrances du peuple palestinien. Qu'aujourd'hui, les gens ils sont devenus conscients que l'occupation est l'origine de tous les problèmes qui règnent aujourd'hui au Proche-Orient. Aller bombarder Beyrouth, aller bombarder Damas, aller bombarder Doha, aller bombarder Tunis et bombarder aussi le capital Yémen, le Sanaa, toutes ces agressions qui sont en train de le commettre, même l'Iran, bombarder l'Iran, sur quel prétexte? Raser complètement la bande de Gaza, sur quel prétexte? Sur un seul prétexte, un seul objectif, c'est d'élargir l'État colonial, c'est de dominer un autre peuple, c'est de le pousser à partir, c'est de contrôler sa richesse, surtout la richesse de gaz qui se trouve sur la plage de Gaza. Ils ont des objectifs idéologiques, ils ont des objectifs coloniaux, ils ont des objectifs aussi de dominer les autres. C'est ça le véritable problème. Et ils cherchent à faire comprendre qu'ils font tout ça sous prétexte sécuritaire. Ce prétexte qu'ils ont réussi à convaincre une partie peut-être des pays occidentaux, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires qu'avant. Il y a une conscience collective aujourd'hui de l'opinion publique, malgré la domination sur la presse en Occident. On a vu, ils ont privé presque depuis 2 ans de faire parler la victime, surtout les représentants des Palestiniens, les intellectuels des Palestiniens, sur la presse de l'Occident. Malgré tout ça, il y a les réseaux sociaux, ils ont découvert tous ces mensonges ou toutes ces propagandes que cet État génocidaire a cherché à cacher aux opinions publiques de l'Occident. Très bien, Amjad. On va revenir justement à cette situation qui s'est un petit peu, si vous voulez, propagée aussi en Cisjordanie, où les exactions et la répression sioniste sur les Palestiniens de Cisjordanie qui sont en train également de souffrir. On va dire que c'est une sorte de violence qui appelle la violence. Gamel Abina, je reviens vers vous. Finalement, est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, ou que cette guerre ou ce génocide à Gaza a redéployé ou est en train de redéployer, si vous voulez, les cartes de la géopolitique au Moyen-Orient? Je ne sais pas si ça les redéploie, mais l'intention effectivement affichée, c'était de faire en sorte de redessiner la carte du Moyen-Orient. C'est l'intention du génocidaire raciste Netanyahou qui s'est vanté dès le départ de dire on va remodeler le Moyen-Orient. Bon, le remodelage lui a coûté un petit peu quand il a agressé l'Iran parce qu'il a pris une raclée, mais il n'en demeure pas moins que ce criminel est capable d'aller très loin dans la barbarie. Mais là où ça bloque, c'est que dès le départ, il a dit qu'il allait éradiquer le Hamas, éradiquer le Hezbollah, qu'il soit d'ailleurs libanais ou irakien, Oui. en finir avec la Russie, en finir avec l'Iran, faire tomber la République islamique. Le bilan est assez maigre en vérité. Pour un pays surarmé, surpuissant, avec la technologie qui déborde de partout, ils n'ont pas été en mesure d'éradiquer le Hamas 2 ans quand même. 2 ans enfermés dans un territoire complètement fermé, complètement isolé du monde et qui résiste pendant 2 ans. Et aujourd'hui, il est obligé de négocier sous la pression américaine, faire tomber la République islamique d'Iran avec son Rising Lion, qui était une plaisanterie, en espérant faire revenir la dictature du Shah. Ça n'a pas abouti non plus. Faire tomber le Hezbollah, ils ont assassiné les leaders, c'est vrai, mais enfin, le Hezbollah, c'est pas seulement un leader, c'est une organisation politique, c'est une organisation militaire. Eh bien, ça n'a pas abouti non plus. Bien sûr, c'est la résistance. Ils veulent parler de terrorisme. Vous savez, quand des terroristes nous parlent de terrorisme, ça fait toujours rire. On est toujours les terroristes des uns et des résistants des autres. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a parlé tout à l'heure, vous l'avez évoqué, de cette espèce de propagande permanente qui consiste à faire des pressions ou ce qu'on appelle des procédures bâillons pour empêcher la résistance palestinienne, qu'elle soit pacifique comme la flottille, qu'elle soit sous forme de manifestation comme en Europe, ou qu'elle soit simplement une résistance militaire comme en Palestine occupée. Eh bien, on essaie de les faire taire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça dérange. Parce qu'on se dit, les Palestiniens, finalement, on le voit en poupe, le monde entier est favorable à la Palestine, même les États-Unis, et quel exploit. Ils ont réussi à retourner une population américaine ultra pro-sioniste qui devient pro-palestinienne, surtout chez les jeunes. Toute cette injustice a accouché de quoi? Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire que l'échec est consommé.
Mais c'est vrai que le terrorisme intellectuel mis en place, le terrorisme des juges, surtout en France et en Allemagne, ça a été dit, c'est vraiment une répression incroyable, hein, avec des méthodes vicieuses de vous mettre des apologies terroristes qui ne veut rien dire. Une apologie terrorisme, quand on soutient la Palestine, ça n'a aucun sens. L'apologie terroriste, c'est dire faites sauter les bombes, c'est pas ça. Bien, tout ça pour vous dire qu'ils ont utilisé des méthodes comme ça qui sont grossières, évidentes, avec des répressions estudiantines, mais que ça n'a pas abouti. Maintenant, remodeler le Moyen-Orient avec les moyens maigrelés d'un Netanyahou prétentieux qui voulait entraîner l'Amérique dans sa guerre contre l'Iran, eh bien, ça ne marche pas. Il est donc obligé aujourd'hui de négocier, et quelle ironie du sort pour un groupe qui voulait éradiquer avec la branche politique du Hamas, après qu'il ait assassiné tous ses dirigeants quasiment, il est obligé de négocier avec eux pour obtenir quoi? Ce qui aurait pu négocier quasiment dès le deuxième jour du conflit, la récupération de ce qu'ils appellent les otages, donc des prisonniers de guerre, face à d'autres prisonniers de guerre que sont les Palestiniens. Eh bien, il ne faut pas perdre de vue qu'effectivement, pour moi, la défaite est consommée. Parce que comme au Vietnam, les Américains ont tué 3 200 000 Vietnamiens. À l'arrivée, qui a gagné la guerre? C'est les Vietnamiens. Ils ont tué combien de milliers d'Afghans? Qui a gagné la guerre? L'Afghanistan. À chaque fois qu'ils se déploient massivement, ils tuent beaucoup de civils. Le seul moment où ils ont atteint l'objectif, c'est en éradiquant la population indienne nord-américaine, c'est vrai, mais pour le reste, c'est plutôt de la résistance qui l'emporte. Alors évidemment, c'est un coût très très lourd, parce que le camp de concentration de Gaza, quand il va être ouvert, quand on verra la réalité des dégâts et la réalité du nombre de morts et des massacres qui ont été perpétrés, et je ne parle même pas des viols, des violences et de tout ce qu'on connaît, la torture, qui est un corollaire du colonialisme, quand on saura tout cela, effectivement, les procédures supranationales, en national, il ne se passe rien. Mais en supranational, les procédures des juridictions internationales vont aboutir à des condamnations, c'est à peu près certain, avec 2 fuyards, au moins Netanyahou et Galland, qui vont être poursuivis, avec d'autres qui ont fait de l'apologie du terrorisme réellement, cette fois-ci, avec du racisme en sous-jacent. Et bien, quand tout cela va sortir, à ce moment-là, le monde aura beaucoup, je parle du monde des dirigeants occidentaux, je précise bien, et pas les populations, aura beaucoup de mal à se regarder dans une glace parce que la barbarie est consommée et parce que ce 7 octobre, finalement, c'est la conséquence de quoi? 50 ans après la guerre de 73, le 6 octobre 73, c'est la conséquence d'un oubli de la cause palestinienne, d'une négation de ses droits, d'une manipulation grossière avec des tentatives aussi honteuses de faire des paix séparées sur le dos de la Palestine. Oui, alors Brigitte Jeannot, finalement, est-ce que vous pensez ou est-ce qu'on peut espérer que Netanyahou, qui est en perte de vitesse, que cette guerre ne fait que prolonger finalement, si vous voulez, sa condamnation ou sa chute, est-ce qu'on peut dire que, quelle que soit la durée de cette guerre contre Gaza, de ce génocide, certainement ça va s'arrêter. Et lorsque cette guerre va s'arrêter, est-ce que Netanyahou sera en prison? Est-ce que vous pensez que réellement la justice fera en sorte que ce monsieur passe justement par cette justice pour répondre de ses crimes? Brigitte Jeannot? Oh, pardon, c'est l'objet des mandats d'arrêt qui ont été pris en novembre 2024 par la Cour pénale internationale, puisque si on veut juger Benyamin Netanyahou pour ce qu'il a fait, pour les crimes internationaux qu'il a commis, c'est la Cour pénale internationale qui est compétente. Alors, il y a actuellement de nombreuses plaintes qui sont déposées dans plusieurs pays, en France, en Belgique, etc., soit contre des colons violents qui commettent des crimes de guerre, parce que coloniser, ça suppose s'approprier les terres des autres, commettre des violences, etc. Donc il y a des plaintes qui sont déposées notamment en France contre des colons violents, contre des soldats franco-israéliens, dans la mesure où ils sont de nationalité française, qu'ils se sont vantés dans les réseaux sociaux de commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité à Gaza. Eh bien, des plaintes ont été déposées et sont actuellement en cours, mais également en Belgique. Il y a également des actions qui sont menées contre l'État français devant, par exemple, le tribunal administratif de Paris. Il y a un recours en responsabilité contre la France qui ne respecte pas ses obligations au regard de la Convention de 1948 qui prévoit une obligation de prévention
et de répression du crime de génocide. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a 3 ordonnances de la Cour internationale de justice qui disent de manière très claire qu'il existe un risque plausible de génocide, ce qui implique que non seulement Israël prenne les mesures qui sont indiquées dans ces ordonnances, mais que les États du monde entier, eh bien, prennent des mesures pour arrêter le génocide en cours sur la base de cette convention de 1948. Donc, les juristes tentent par de nombreux biais de forcer les États à prendre des mesures concrètes et à remplir leurs obligations. Il y a également une action qui a été menée devant la Cour de l'Union européenne, la Cour de Luxembourg, en manquement contre la Commission européenne pour ne pas avoir pris également toutes les actions qui seraient en sa possession. Voilà, il y a tout un panel de plaintes qui sont actuellement en cours et il y a soit les États, soit les personnes physiques, soit des personnes morales, des associations, etc., qui ont fait l'apologie du génocide, qui vont devoir rendre des comptes devant les tribunaux, que ce soit les tribunaux nationaux ou les tribunaux internationaux. C'est vrai que cela prend du temps parce que avant d'aboutir à une condamnation, il faut des preuves, il faut apporter des éléments au dossier, mais nous sommes nombreux à compter nous appuyer sur le droit international, le droit international humanitaire et les conventions, pour que l'impunité d'Israël et de ses dirigeants et de toutes les personnes qui ont participé cesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Brigitte Jeannot. Je vous rappelle que vous êtes avocate, mais également membre de l'association France-Palestine Solidarité, que vous étiez avec nous en direct depuis Nancy. On vous libère également parce que vous avez d'autres obligations. Merci. On se retrouve juste après la pub. Le débat continue, mesdames et messieurs, le débat sur Gaza, sur ce génocide inhumain sur les Palestiniens. Amjad Chihab, je reviens vers vous. Alors, Amjad Chihab, en Cisjordanie, la situation n'est guère meilleure, sauf qu'il n'y a pas réellement de bombardement direct sur cette population, mais les persécutions, les arrestations, l'oppression est semi-quotidienne. Alors, bien sûr, sur Gaza, la raison évoquée était le fait que l'entité sioniste, par son gouvernement donc criminel, prétextait que c'est pour combattre les terroristes du Hamas. Est-ce qu'il y a Hamas en Cisjordanie, pour ne pas reprendre cette question classique à laquelle les réponses ont souvent été, disons, insatisfaisantes? Oui, l'objectif est clair. C'est pas, ça veut dire, en Cisjordanie, ils volent la terre et sur la bande de Gaza, ils volent la vie des êtres humains. En Cisjordanie, ils ont des centaines de colonies, ils ont 900 000 colons, ils ont des milliers de barrages militaires et de portails qui enferment les Palestiniens comme des animaux dans leur ville ou dans leur village. L'hypocrisie internationale, surtout les deux points de mesure. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre invité tout à l'heure parce qu'il faut dépasser. C'est vrai, il y a le tribunal international, que ce soit pénal ou que ce soit les tribunaux de justice internationale, ils n'ont pas les moyens d'imposer leurs décisions. Et on attend, ça prend du temps, comme elle a dit tout à l'heure, mais en cas de condamnation, parce que déjà, ils ont condamné le mur de séparation, le mur de la honte qui sépare Al-Quds de la Cisjordanie. 2004, il y a 21 ans. Le problème que ces tribunaux n'ont pas les moyens d'appliquer leurs décisions sur le terrain. C'est ça le véritable problème. Ça veut dire compter sur une lésion, par exemple, du tribunal international de justice qui peut-être il va prononcer
en 2028, ça sera peut-être les nettoyages ethniques, ça sera fini, où la cause palestinienne sera liquidée. Et en général, les grands tribunaux dans les crimes qui sont commis contre le peuple, comme le peuple palestinien, et qui durent, ça fait depuis 77 ans, la justice internationale n'a rien fait. C'est-à-dire le problème actuel, c'est la capacité de pousser les gouvernements et surtout les niveaux politiques d'imposer des sanctions politiques, diplomatiques, économiques. Ça sera comment on dit, ça sera la première étape de forcer Israël à faire la pression politique efficace, et pas des pressions en déclarant verbalement de condamnation comme ils font les États arabes ou ils font les États européens. On condamne, on n'est pas content, et derrière, il y a l'échange économique, il y a l'échange militaire, il y a le soutien financier, il y a le soutien juridique. Et Netanyahu, quand il fait son voyage aux États-Unis, il entre dans cet État, dans l'espace aérien de cet État européen. Les 7 États européens, ils ont déjà signé la charte du tribunal pénal international et il leur manque la volonté politique de faire quelque chose. Il y a peut-être les tribunaux nationaux. Les tribunaux nationaux les procès ne sont pas assez présentés contre les criminels et surtout contre les soldats ou les responsables politiques qui sont accusés de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. On ne voit pas ces associations osent porter des plaintes dans beaucoup de tribunaux nationaux qui ont la capacité universelle en cas de visite ou en cas de trouver les personnes accusées sur les territoires de ces États. Je pense que ça, c'est un manque d'efficacité des gens qui sont solidaires avec les Palestiniens, qui font aucun effort efficace. Il y a peut-être certains procès ici, là-bas, mais ce travail n'est pas assez important au niveau par rapport aux massacres qui sont en train de se commettre chaque jour dans les territoires palestiniens, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit à Al-Quds, dans les lieux saints, surtout à la mosquée de l'Aqsa, qui se fait agresser chaque jour presque, et les crimes génocidaires aussi sur la bande de Gaza. Les Israéliens, ils pensent de leur capacité de briser la volonté des Palestiniens en désarmant la résistance. Il y a d'autres armes que les Palestiniens, que la force d'occupation ne pourra pas briser leur volonté. L'arme de la vérité, l'arme de la volonté nationale et l'arme de ne pas se soumettre à l'occupation et que la force ne ramènera jamais les Palestiniens à se rendre à l'occupation. Ça dure depuis un siècle et ça peut peut-être durer encore un siècle. Oui. C'est ça le message qu'arrive pas l'occupation et ni les Américains qui pensent qu'ils peuvent faire un projet économique sur la Palestine. Et malheureusement, les États arabes autour de la Palestine, on a vu comment la force d'occupation cherche à élargir son occupation à des territoires comme le sud de Syrie pour voler l'argent et voler la terre, comme ils ont fait avec la Palestine, le sud Liban, et ils pensent aussi au retour au Sinaï, occuper le Sinaï et aussi occuper la Jordanie. Et ça, c'est des déclarations officielles aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire, les Palestiniens aujourd'hui, ce n'est pas eux seuls qui sont menacés, c'est toute la population arabe. C'est la dignité, l'honneur du monde arabe et leur territoire qui sont menacés aujourd'hui. Merci. Amjad Chihab, restez quand même avec nous. Le débat se poursuit. Vient de nous rejoindre Badis Rnissa, analyste des questions internationales. Badis, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, Badis, pour cette seconde partie de l'émission, finalement, peut-être qu'il serait
perspicace ou peut-être encore plus approprié de parler de ce génocide, mais en se projetant peut-être sur des solutions, en essayant de voir qu'est-ce qui n'a pas marché pendant ces 2 ans, pourquoi autant de violence s'est abattue sur les Palestiniens, d'autant plus que durant ces 2 ans de génocide, il y a eu plus de victimes selon des rapports internationaux que durant 4 ans de guerre de la Seconde mondiale. C'est-à-dire que là, le constat est effroyable. Tout à fait. D'ailleurs, vous faites bien de le rappeler. Non, mais même pas que la guerre de Gaza, il y a eu plusieurs guerres qui l'ont précédée, il y a eu plusieurs génocides qui étaient occultés, qui étaient, je dirais, cachés par l'entité sioniste et son narratif de l'ultra-sécuritaire et de la préservation et de la survie de l'entité sioniste dans une région dite hostile à ses intérêts, hostile à la démocratie, la dernière démocratie entre parenthèses de l'Occident. Donc effectivement, mais moi, permettez-moi de dire aujourd'hui, effectivement, au bout de 2 ans, Gaza est devenu le cimetière de l'humanité. Gaza a fait valoir, je dirais, la morale humaine et la morale du monde. Gaza, effectivement, a brisé plusieurs murs. Et là, si vous me permettez, Léla Gertal, moi, j'aimerais faire une espèce de bilan sur les victoires multidimensionnelles de cette guerre à Gaza contre un peuple démuni, contre des citoyens innocents colonisés depuis 1948. Vous savez, on a un échec multiple. Je pourrais en parler par la suite, qui est celui de l'échec de l'entité sioniste, l'échec de Benjamin Netanyahou, qui croyait un tant soit peu qu'effectivement qu'il était au-dessus du monde et non pas au-dessus des lois. Et puis vous avez la victoire multidimensionnelle qui est celle de Gaza, celle des martyrs de Gaza, celle de la population palestinienne qui continue vent debout à résister avec derrière sa résistance, notamment malgré les tentatives de division de l'entité sioniste depuis des années, à vouloir les séparer, les scinder en deux pour fragiliser cette résistance ô combien précieuse, non pas pour Gaza, non pas pour la Palestine, mais plutôt pour la région, pour le monde arabe, puisque le monde arabe pourra être demain la prochaine étape. Donc je reviens sur les victoires, Madame Léla Gertal. Allez-y. Une victoire d'abord morale. Gaza a brisé le silence du monde, notamment avec effectivement une dynamique diplomatique inégalée et singulière depuis 1948. Et puis vous avez après une victoire diplomatique, effectivement, où là, on a pu assister à une reconnaissance sans précédent, notamment de l'État palestinien. D'ailleurs, permettez-moi de peut-être souligner cette anecdote, où aujourd'hui, au sein de l'ONU, il y a plus d'États qui reconnaissent l'État palestinien que l'entité sioniste. Donc, pour vous dire, bon, c'est un peu l'arroseur arrosé. Et puis, vous avez aussi une victoire juridique très importante, elle aussi, puisqu'aujourd'hui, l'entité sioniste incarnée par Benjamin Netanyahou est sur le banc des accusés. Et pour la première fois depuis 1948, jugé, notamment, et poursuivi. Nous avons Benjamin Netanyahou et ses sbires qui sont fugitifs de la morale, fugitifs dans le monde. Et il suffit de voir le dernier tracé pour rejoindre Washington, notamment par avion, pour comprendre qu'effectivement, la donne a changé pour Netanyahou. Donc, il a peur pour sa personne, il a peur d'être arrêté. Et puis, vous avez aussi une victoire aussi importante que juridique, la victoire politique. On a assisté à une fracture de l'Occident. Vous avez effectivement ce bloc, notamment parfois même composé de certains États alliés traditionnels jusque-là de l'entité sioniste qui se sont, je dirais, solidarisés lentement mais sûrement et qui aujourd'hui d'ailleurs ont abouti vers une reconnaissance de l'État palestinien. Et puis vous avez aussi une victoire combien symbolique mais qui est très importante, c'est la victoire militaire, puisqu'aujourd'hui, au bout de 2 ans et au bout de plusieurs guerres contre la Cisjordanie et la bande de Gaza, vous avez une résistance toujours ferme, toujours, je dirais, présente, et qui continue d'ailleurs à causer des pertes phénoménales à l'armée sioniste qui se dit une armée invincible. Et puis aussi, vous avez une victoire médiatique. Là aussi, on peut dire qu'au vu du narratif, au vu du roman national sioniste depuis 1948, elle est importante comme victoire, puisqu'effectivement, on a cassé le monopole sioniste de l'information qui a été clairement brisé. Et puis, je conclurai sur une autre victoire qui est celle de victoire du Sud global. C'est quoi ? C'est effectivement cette alliance stratégique, diplomatique, notamment de l'Algérie,
passant de l'Algérie et l'Afrique du Sud, en passant par l'Indonésie, la Malaisie, le Brésil, Le le Norvège, Pakistan. l'Irlande, le Pakistan, le monde entier aujourd'hui, en tout cas le Sud global, a su se réaffirmer, a su s'imposer sur la scène internationale, mais surtout aussi a su apporter une certaine morale ou un certain nouvel ordre moral qui consiste effectivement à des causes justes comme la cause palestinienne. Donc nous sommes, permettez-moi de dire, au bout de 2 ans effectivement de drame et de tragédie humaine, condamnable et inconcevable, on peut dire qu'effectivement, les martyrs de Gaza n'ont pas été vains, le sang gazaoui et palestinien n'a pas été vain, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, le monde entier connaît Gaza, le monde entier connaît combien elle est importante, cette cause juste, qui est celle d'une justice, d'une équité, d'une paix, je dirais d'une indépendance aujourd'hui devenue clairement indispensable et obligatoire pour le peuple gazaoui, dont le monde a pris fait et cause pour effectivement défendre cette cause. Gamel Abina, finalement, comme je le disais tout à l'heure, on va à peu près analyser 2 ans après la proposition de paix proposée par Trump. On va la laisser entre guillemets parce que de toute façon, c'est une proposition qui est en train d'être négociée du côté égyptien avec les deux concernés, c'est-à-dire le Hamas ou une délégation du Hamas et l'entité sioniste. Ce sont des négociations techniques indirectes à Sharm el-Sheikh. Mais le problème, c'est que on a vu, par exemple, la réponse de Hamas lorsque Trump avait proposé le plan de paix. Il disait qu'il y a un ultimatum à Hamas, sinon on va réduire Gaza en enfer, pour reprendre les propos de Trump. Finalement, des propositions, mais si vous voulez, avec le bâton, avec la pression. Il faut absolument accepter. Hamas a rendu la réponse. Maintenant que Hamas a rendu sa réponse, qu'elle a accepté certains points, qu'elle n'est pas revenue sur certains points qui dérangeaient, et cela s'explique. Le grand revenant dans ces négociations, c'est donc Jared Kushner. Est-ce qu'on doit s'étonner? Est-ce qu'il y a vraiment de la partialité dans ces négociations en direct lorsqu'on a un pro-sioniste, mais alors comme Jared Kushner? Vous savez, quand on envoie un ennemi de la Palestine négocier, ça fait quand même rire. Ça ne peut pas être un négociateur, il faut être un peu sérieux. Le Qatar, l'Égypte, à la limite, on peut parler de négociateurs, puisqu'ils ne sont pas forcément... Surtout l'Égypte a pas fait écho, elle a quand même un accord de paix avec les sionistes depuis 1977, avec les accords de Camp David. Donc il est logique que l'Égypte soit médiateur. Le Qatar, parce qu'effectivement, il abrite les responsables palestiniens, bien qu'on ait essayé de les assassiner, que l'État sioniste, qui est un État terroriste, continue à assassiner des gens à l'extérieur des frontières. Mais Kushner, c'est clairement la caricature du sionisme le plus ultra, le plus radical, le plus raciste, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que le sionisme est un racisme. Ça n'est pas une idéologie au hasard. Ça s'appelle le racisme, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a la race supérieure européenne sur le peuple de Palestine qui est arabe. Et le peuple de Palestine, c'est les chrétiens, des juifs et des musulmans. Il faut le rappeler quand même. C'est important de dire qu'avant l'arrivée de ces Européens, ils vivaient en bonne intelligence. Donc c'est vrai que ça a été dit d'ailleurs par mon ami Badi, c'est que je salue au passage, la victoire palestinienne est tellement conséquente qu'il faille envoyer Jared Kushner et puis ce fameux négociateur américain qui se joue un petit peu, qui essaierait de jouer des bons offices avec une négociation à la Trump. Alors on la connaît, The Art of Deal, toujours exagéré, toujours maximiser sa position, menacer, être outrancier. C'est le même qui devait atomiser à la bombe atomique la Corée du Nord et qui a été faire la bise après avec le leader nord-coréen. Il ne faut pas faire attention à ces effets de c'est l'architecture également des accords d'Abraham. Oui, en même temps, les accords d'Abraham. Oui, l'architecte plutôt, pardon. Absolument, c'est l'architecte. Ces accords d'Abraham, Trump a rêvé d'une chose, il voulait payer les pays arabes ou alors faire pression pour les sortir, comme le Soudan, de la liste des États terroristes, pour obtenir ces fameux accords d'Abraham. Donc la négociation par l'argent, par la pression, l'intimidation, on le voit bien avec le Maroc, par exemple, qu'ils ont obligé un pays qui est pro-palestinien, avec des leaders qui sont pro-argent uniquement, avec une volonté de soi-disant de reconnaître la souveraineté du Sahara. Donc c'est un deal un peu bidon, un peu bancal, mais à faire alliance avec les sionistes. Donc il faut bien comprendre que chacun y trouve son compte dans ces paix honteuses, ces paix séparées, mais dans les faits, vous avez bien raison de le dire, envoyer un sioniste, un ultra-sioniste, négocier avec le Hamas, qui est anti-sioniste de fait, hein, c'est normal, il est chez lui quand même, il faut le rappeler, parce qu'on a tendance à oublier, il faut rappeler, à chaque fois, les Palestiniens sont chez eux, on les assassine chez eux. Ce n'est pas les Européens qui sont chez eux, c'est les Palestiniens. Eh bien, aujourd'hui, on envoie ces hommes-là pour essayer de trouver une porte de sortie, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et c'est bien que Badis l'a rappelé, à une résistance palestinienne qui a tenu, ce qui est quand même extraordinaire,
Il y a par exemple un général jordanien qui avait dit qu'ils ne tiendront pas 6 mois, puisqu'ils ne sont pas alimentés. C'est vrai qu'il n'y a pas de logistique. Sauf que c'est de l'auto-logistique que les Palestiniens ont mis en place. Ils avaient réfléchi longtemps à cette action militaire puissante, dangereuse évidemment, parce qu'ils en ont payé le prix, mais en même temps, la Palestine mourait jour après jour. Des accords de paix signés séparés sur le dos des Palestiniens, une réduction de leur territoire jour après jour avec la colonisation qui s'accélérait, des bombardements ciblés en permanence sur le secteur de Gaza en particulier pendant 17 ans, un étouffement total puisqu'ils sont sous embargo total. Comment voulez-vous que cette cocotte minute n'explose pas un jour? C'était évident que ça devait arriver. Donc là, les Américains arrivent pour essayer de sauver un peu la mise à Netanyahou et sur une bande de criminels racistes. Mais vous savez, moi j'ai un problème avec l'idée de Netanyahou. On en parle beaucoup, on en parle de trop. Netanyahou, c'est un bonhomme de 77 ans qui est obsolète, qui est complètement fini, qui politiquement est fini, on le sait aussi, qui est un criminel comme d'autres avant lui, comme Sharon, comme Shamir, comme j'en passais des meilleurs. Donc, ce n'est pas le problème du procès de Netanyahou. Moi, j'aimerais qu'un jour, on fasse effectivement citer à comparaître le sionisme. Parce que la problématique, c'est quoi? C'est un État raciste comme l'Afrique du Sud. On ne parlait pas de Klerk, on parlait du système d'apartheid. Or, l'apartheid de Palestiniens est à mettre en cause. Et tant qu'on ne mettra pas en accusation l'apartheid de Palestiniens qu'on appelle le sionisme, eh bien, il n'y aura pas de solution. La paix ne passera pas par autre chose. Et ce n'est pas en faisant la paix avec des dictatures arabes infâmes, je ne vais pas donner la liste, qu'on obtient des résultats. La paix, c'est les peuples. Un point, c'est tout. Donc, c'est vrai que cette résistance héroïque avec une négociation in fine par les États-Unis, qui voient bien que Netanyahou est en bout de course, que l'État sioniste aura du mal à faire face et qu'ils n'ont pas atteint le premier objectif, il faudra rappeler l'éradication du Hamas. C'est un objectif militaire qui n'a pas été atteint et qui n'est pas atteignable. Aujourd'hui, l'Amérique arrive à la rescousse pour essayer de prêter main forte à ce criminel de guerre, mais surtout, et c'est important, n'oubliez jamais un peu la lubie de Trump. Il a une lubie, comme ça, il a des lubies. Il veut un prix Nobel de la paix. Ça paraît amusant, le prix Nobel doit être décerné vendredi, et il se rêve comme un prix Nobel de la paix parce qu'il tente vainement d'obtenir par des négociations à l'arraché, en négociant par l'argent, par la pression, comme je le disais, d'obtenir la paix. Le rêve de Trump, c'est la paix au Moyen-Orient par la négociation directe ou par l'achat des pays arabes qui sont alentours. Ce rêve est très loin d'être acquis et en même temps, le prix Nobel, il peut attendre très longtemps avant de l'obtenir. Badis Nissa, finalement, on l'a tous vu ensemble, ce qui a été en tous les cas dévoilé dans ce plan. C'est vrai que Hamas a donné son accord, mais est resté très prudent sur certains points. Par exemple, si sur le volet humanitaire, ils ont accepté l'échange, si vous voulez, ou la libération des prisonniers, parce que même les prisonniers palestiniens sont des otages. C'est comme ça qu'on les considère à partir du moment où la plupart sont détenus sans aucun jugement, juste sur le côté administratif. Donc, du coup, si certains aspects humanitaires donc ont été acceptés par Hamas. Hamas a été plus ou moins, si vous voulez, discrète ou pas tout à fait très claire sur certains points, comme par exemple la démilitarisation, comme la supervision, la gestion internationale. La gestion internationale, d'ailleurs, c'est un point très important à partir du moment où ce point laisse vraiment à réfléchir, Badis Nissa. Serait-ce de l'ordre de la logique, du sensé, que de voir, par exemple, une gestion internationale tenue par Blair et l'Union européenne qui voudrait aussi participer à cette gestion et qui gérerait donc un territoire qui est purement palestinien. Et on a l'impression que le plus grand absent dans cette histoire, c'est les Palestiniens eux-mêmes. Personne ne leur a demandé leur avis. Non, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je remonte à Gamal, la paix ne veut pas être sous tutelle. La paix ne veut pas être instrumentalisée. Effectivement, il y a cette course au prix Nobel, j'ai envie de vous dire, mais il ne faut pas que ça soit au détriment, effectivement, d'une souffrance d'un peuple qui souffre non pas depuis 2 ans, mais depuis 1948. Et puis, vous avez effectivement ce plan Trump, notamment pour la paix, encore une paix qui est dérobée quelque part, puisqu'on ne peut pas parler de paix si on désarme un camp et on garde le génocidaire, le sanguinaire toujours armé. Ça vous donne un peu un aperçu sur la suite des événements. Et puis d'ailleurs, je peux prendre comme événement passé, tragique aussi, Sabra al-Shatila. Donc quand on a vu qu'effectivement le désarmement de la résistance donnerait effectivement des massacres, alors je vous laisse imaginer quand vous avez un peuple démuni, sans armes, aux mains d'un génocidaire. Donc, et puis, revenons sur le plan de paix, effectivement, vous faites bien de le rappeler, Donald Trump avait évoqué le nom de Tony Blair. Tony Blair, parlons-en, n'est-il pas l'architecte effectivement de la guerre contre l'Irak? N'est-il pas effectivement le va-t-en en guerre? Comment parler effectivement de paix si on met l'avenir de la région, je ne dis pas que de la Palestine, de la cause palestinienne, l'avenir de la région aux mains de Tony Blair? Et d'ailleurs,
c'est un peu l'histoire qui se répète, ces mêmes Anglais qui reviennent aujourd'hui pour soi-disant instaurer une paix. Donc, à un moment donné, la paix et la cause palestinienne, c'est des affaires sérieuses qu'il faut prendre à bras-le-corps et d'une manière sérieuse. Et effectivement aussi, vous l'avez dit, souligné, à juste titre, la solution doit être par les Palestiniens et pour les Palestiniens. Donc, que ce soit les négociations, effectivement, vous avez dit, le Hamas garde certaines réserves, notamment des clarifications, puisqu'effectivement, le plan était, les 20-21 points étaient assez flous et assez, et parfois belliqueux, sur, par exemple, les territoires occupés, sur les colonies, notamment illégales, qu'en est-il, sur effectivement l'expansionnisme antitétionniste, sur le retour des Palestiniens, sur le cessez-le-feu lui-même, cessez-le-feu qui a été condamné. Et cela même consiste une aberration humaine contre les droits humains. On ne peut pas conditionner un cessez-le-feu contre une population effectivement qui souffre le martyre au quotidien et en faire des aides humanitaires comme une arme justement de pression, non seulement sur le peuple palestinien, mais également sur la résistance. Et puis, je rappelle une chose fondamentale et très importante. Pour rappeler l'échec cuisant de Netanyahou aujourd'hui. Vous savez, c'est la résistance qui a déclaré la guerre le 7 octobre et c'est la résistance qui pourra aujourd'hui clore la guerre et mettre un terme à cette même guerre. Donc vous voyez bien qu'entre deux, pendant ces 2 ans, ni Netanyahou a détruit la résistance, ni il a récupéré les otages par la force. Bien au contraire, il les a récupérés ou morts, ou effectivement selon après des négociations, oui. Effectivement. Donc vous voyez bien qu'effectivement aujourd'hui, on essaye d'inverser les rapports de force, mais c'est la résistance, c'est le peuple palestinien qui a l'ascendant, c'est le peuple palestinien et sa résistance d'ailleurs qui sont restés unis malgré les tentatives vaines, notamment l'antitétionnisme. Vous savez, ces jours-ci, on voit ici et là, en tout cas à Gaza, des drones avec des haut-parleurs qui essayent de diviser la population, essayent de l'opposer à sa résistance. Donc vous voyez bien qu'effectivement, tout à fait. De tous les leviers pour essayer d'avoir un brin de victoire. Ce même Netanyahou qui aujourd'hui essaye de se targuer, mais il n'y a que lui qui y croit, en tout cas il s'esbire, les extrémistes, à une quelconque victoire. Aujourd'hui, la réalité du terrain, elle est simple. Oui, effectivement, les négociations sont en cours. Oui, le Hamas et les factions de résistance souhaitent une étape après-guerre avec notamment les Palestiniens au cœur de l'action politique, au cœur de la reconstruction qui ne doit pas être elle-même instrumentalisée. Et puis, autre point majeur aussi qu'il faut rappeler, le Hamas, avant qu'il soit une force de résistance, est une force politique qui émane d'un suffrage universel, d'élections libres qui ont été faites à l'époque, rappelez-vous. Donc, c'est une représentation de la voix du peuple. Donc, on ne peut pas l'exclure par coup de baguette magique et se dire que c'est de la démocratie en disant qu'effectivement la reconstruction de Gaza se fera sur le Hamas. Laissons le peuple à travers un processus électoral, un processus politique d'ailleurs qui n'a pas été abordé malheureusement dans le plan Trump pour permettre aux Palestiniens encore une fois d'œuvrer par et pour les Palestiniens. Très bien, Badis Nissa, effectivement, on se pose beaucoup de questions sur ce plan, même si beaucoup de médias parlent de points positifs ou d'avancées positives dans ces négociations donc, en Égypte. Amjad Chihab, que faut-il penser de ces négociations ou de ce plan de paix qui a été proposé par Trump et qui est négocié aujourd'hui de manière indirecte entre les deux parties, d'autant plus que parmi les volets qui ont été donc abordés, le volet sécuritaire, en plus du volet humanitaire, un volet sécuritaire. Est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui, Amjad Chihab, parler de paix lorsqu'on demande par exemple à un chevalier si vous voulez, de laisser son cheval, de laisser son armure, de laisser son épée, et puis pour qu'il ait la paix? Est-ce que vous pensez que c'est comme ça ou de cette manière qu'on peut faire la paix aujourd'hui? Il n'y a pas de paix sans justice. C'est une proposition, ce n'est pas de négociation. Hein, ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas dans le terme négociation, ce n'est pas de négociation. C'est une proposition, on vous laisse vivre, on vous donne des aides humanitaires, mais contrepartie, vous allez abandonner vos droits politiques. Et dans cette proposition, il n'y a pas de référence politique, il n'y a pas de référence juridique, il n'y a pas de date de retrait de l'occupation, même dans les territoires occupés en 1967. Et on parle
de faire de chantage contre un peuple par la force militaire pour l'obliger à abandonner même ses droits sur les 22% de sa propre territoire, de sa terre natale, parce qu'il y a une force coloniale et que les Palestiniens n'ont pas la capacité de se défendre. Cette proposition, c'est une proposition comme c'était fait contre l'Irak. Nourriture contre pétrole. C'est-à-dire, on vous donne à manger, mais contrepartie, vous abandonnez votre droit au pétrole. Jusqu'à un moment, malgré la chute du régime de Saddam Hussein, personne ne sait combien la quantité de pétrole volée en Irak. On parle, il y a après 22 ans, et il continue de voler la richesse de l'Irak, la situation économique et sociale, etc., catastrophique. Et ce qui arrive en Palestine, c'est pareil. Le problème est que les gens peut-être ne font pas la différence, c'est le niveau de la complicité des États-Unis, parce qu'ils parlent que le problème, justement, que l'idéologie du sionisme, qui était soutenue par l'Occident, surtout les Américains, et qu'Israël, comme une force d'occupation, ne peut pas survivre sans les aides de l'Occident, surtout les pays européens, et le principal qui leur soutient, c'est les Américains. Oui. C'est ça le véritable problème. Ça veut dire le véritable victime, ce n'est pas seulement que les Palestiniens, le véritable victime, c'est le monde arabe. Et cette paralyse du monde arabe, cet échec du monde arabe, et ce phénomène verbal, et comme il a dit Golda Meir, quand ils ont brûlé la mosquée de l'Aqsa en 1969, et comme il n'y a pas eu de réaction efficace, il y a eu que des déclarations verbales, il a traité le monde arabe comme un phénomène verbal. C'est-à-dire, s'il ne passe pas de stade de faire des déclarations de soutien moral, soutien verbal, de juste manifester, s'il ne passe pas de ce stade à un stade d'efficacité, de faire quelque chose, je pense, ça c'est le véritable catastrophe. C'est-à-dire, je termine, le sommet arabe islamique qui s'est déroulé à Doha, 57 États qui représentent presque un tiers du monde, il était incapable de faire un seul geste. Il était incapable de faire quelque chose contre l'état d'occupation. Ça, c'est le véritable échec. C'est-à-dire, merci beaucoup, merci Amjad Chihab. 2 milliards musulmans arabes. Amjad Chihab, restez, conservez l'idée. Amjad Chihab, on va revenir vers vous pour vous laisser la parole. C'est juste qu'on a un rendez-vous donc de pub et on revient vers vous, Amjad Chihab, pour que vous puissiez poursuivre votre idée tout de suite. Retour sur ce plateau spécial Gaza, spécial génocide à Gaza, 2 ans après le début de ce génocide, donc le 7 octobre 2023, le 7 octobre 2025, que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a des prémices de paix? Mais avant de développer tout ça, je reviens vers vous, Amjad Chihab, parce que je vous ai quand même promis, je vous ai coupé, je vous ai interrompu pour que vous puissiez vous étaler et donc exprimer également votre idée. Oui, tout à fait, merci. Et je répète que les véritables Nakba, c'est le monde arabe et le monde islamique. Quand ils se sont réunis dans la même salle, les représentants de 57 États, qui représentent presque un tiers de la planète, qui représentent plus d'un tiers des États qui composent les Nations Unies, ils étaient incapables de faire un seul geste. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il faut qu'ils défendent leur honneur, leur dignité, parce qu'Israël touche leur honneur, leur dignité chaque jour, en touchant les lieux saints, en occupant les territoires arabes, en humiliant les musulmans et les arabes en même temps. C'est ça qui paralyse. C'est-à-dire, le véritable malheur, c'est quand chaque citoyen dans le monde arabe islamique se sent humilié par les actes criminels de cet état d'occupation, qu'il reste incapable de faire quelque chose, qu'il ne dépasse même pas à faire quelque chose, au moins selon les moyens pacifiques que possède le monde arabe, le monde islamique.
qu'on parle de 57 États qui sont incapables de faire la pression sur les Américains pour stopper des massacres qui sont commis chaque jour et qui continuent. Même à ce moment-là qu'on parle, ce massacre continue de se commettre contre les Palestiniens. C'est ça le véritable Nakba qu'on est en train de vivre, autant citoyens arabes et autant musulmans. Et voir toute cette hypocrisie de monde occidentaux et qui nous vend des illusions. Oui, on a reconnu un État d'une façon formelle, d'une façon symbolique. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est que les colons continuent de voler notre terre, construire des colonies, expulser les Palestiniens. En même temps, ils sont en train de massacrer les Palestiniens sur la bande de Gaza sous prétexte qu'il y a du terrorisme. Et si on regarde même les terminologies de terrorisme, par exemple, on jette un œil sur le dictionnaire de l'université Oxford. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le terrorisme. Le terrorisme, c'est d'utiliser la force d'une façon exigeante contre un peuple qui n'a pas le moyen de se défendre. C'est-à-dire, on est devant une communauté internationale hypocrite et qui se moque non seulement de l'opinion publique internationale, mais il se moque du monde arabe et islamique en vendant des illusions. Nous, on condamne Israël. Et le véritable problème, c'est les États-Unis, le véritable problème. Parce que sans les États-Unis, ce colons juifs et sionistes ne peuvent pas faire tous ces crimes sans sentir menacés par être sanctionnés ou même pas être jugés. C'est ça le véritable drame qu'on est en train de vivre depuis 77 ans. Très bien, Amjad Chihab, pour aller jusqu'au bout de votre idée, et ça on l'a vu pendant ces 2 ans et on l'a vu même avant le 7 octobre, que de toute façon devant l'entité sioniste, tout le reste ne compte pas. En tous les cas, c'est l'histoire qui nous a appris ainsi. Le problème, c'est que finalement, lorsqu'on compte par exemple sur l'ONU pour faire valoir ses droits, on sait très bien que finalement, c'est la loi du plus fort qui est en train d'agir en ce moment. Gamal Abina, est-ce que vous ne pensez pas en ce moment précis, avec toute cette proposition qui a été faite donc à Hamas, où il y a quand même des clauses qui ne sont pas vraiment pour plaire à Hamas, est-ce que vous ne pensez pas que ça met quelque part le mouvement Hamas dans une position très inconfortable parce qu'il est prêt en tenaille? S'il refuse, on veut absolument, comme disait tout à l'heure Badis Khanissa, lui mettre sur le dos toute sa population pour le faire ou le tenir pour responsable de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Et s'il accepte, on pourrait l'accuser de tous les torts, à savoir que faire au fait des concessions, c'est carrément se rendre, c'est une sorte de capitulation. Est-ce que vous ne pensez pas que réellement aujourd'hui Hamas est en train de subir une double pression? Oui, tout à fait, parce que c'est un ultimatum qui est proposé. Ces propositions sont un ultimatum, c'est à prendre ou à laisser. La problématique du Hamas, c'est un peu comme Abdel Khattabi, quand on va l'obliger à se rendre, c'est en massacrant par 200 000 morts quand même dans le Rif, à coup de gaz de combat, sa population. Il finit par se rendre, non pas parce qu'il perd la guerre, comme le Hamas n'a pas perdu la guerre, mais parce que sa population est martyrisée, parce qu'on tue des milliers de personnes et parce qu'il faut que ça s'arrête. Donc, en tant que musulman, en tant que croyant, en tant que fraternel avec son peuple, il a dû se rendre. C'est pareil pour le Hamas. On les oblige à vouloir se rendre avec une capitulation totale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le Hamas n'existe plus, qu'il ne soit pas représenté pour les Palestiniens, qu'il ne soit pas leur représentant, qu'il ne soit pas élu, évidemment, qu'il désarme, alors que jusqu'à présent, ils n'ont pas été désarmés par la force. Et surtout, c'est bien de le rappeler, Badis l'a dit tout à l'heure, désarmer le Hamas, il n'y a pas que le Hamas, il y a toutes les organisations palestiniennes armées à Gaza, que ce soit le djihad islamique ou le Fatah, j'en passe. Le Qassam, tout un tas d'organisations qui ont pris le combat, et c'est normal, elles sont chez elles se défendent de la barbarie sioniste. Eh bien, les désarmer, c'est faire comme Sabra et Shatila. Rappelez-vous, c'est important, ça a été dit tout à l'heure par Badis, mais il faut être précis dans ce qui a été dit, parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'histoire que nous connaissons. Sabra et Shatila en 82, c'est quoi? C'est des Palestiniens à qui on dit, vous devez quitter le Liban en laissant vos armes lourdes là-bas, parce qu'il y avait une petite armée libanaise palestinienne qui était sur place, qui était frontalière de l'État sioniste. Ils leur ont dit, vous quittez le Liban et rien n'arrivera à vos familles.
une semaine, pas plus que ça, une semaine après le départ des Palestiniens à Tunis, un peu partout, ils sont éparpillés dans le monde, une semaine après, l'entité sioniste va massacrer, avec les phalangistes chrétiens, mais en organisant tout cela, va massacrer entre 2000 et 20 000 personnes. On n'a pas le chiffre, À on l'aura l'époque de jamais. Sharon, oui, À l'époque de Sharon, le criminel, comme tous, c'est tous des criminels, de toute façon, je ne sais même pas savoir. tout à Je fait. ne vois pas où est le Premier ministre sioniste qui n'est pas criminel, puisqu'il est sur une terre qu'il a volée. Donc ça commence par un crime de C'est un vol. des critères de son élection, hein. Oui, ça l'a beaucoup aidé, évidemment. Une fois qu'il a massacré les Palestiniens, un petit choc au démarrage, puis après, on passe par perdre des Un profits. bon anti-palestinien et ça fait l'affaire. C'est un bon raciste, tout simplement. Il faut utiliser le terme. C'est un occidental Mm. aux yeux bleus qui vient écraser une population à la pommade. Et donc, si les Palestiniens acceptent cet ultimatum, s'ils acceptent de rendre les armes et donc de baisser la garde, ce sera la dernière poche de résistance. Après, on aura quoi? On aura des Palestiniens qui vont se faire tirer dessus à coups de balles ou de bombes face à une population sans armes qui ne peut pas se défendre. On aura quoi? On aura une impunité totale, parce que je rappelle quand même que depuis que l'entité sioniste s'est créée, depuis bientôt 80 ans, malheureusement, on a quoi? On a des gens qui tirent sur les enfants, qui tirent sur les gens des armées. C'est que ça qu'on a vu. La peur qu'ils ont, c'est de voir que les Palestiniens puissent avoir des armes et se battre courageusement, contrairement à la partie en face. Puis surtout, il ne faut pas oublier une chose. D'abord, ils résistent, ils sont chez eux et c'est normal. Et surtout, de rappeler quand même que les envahisseurs barbares ont tué on estime à peu près 200 000 Palestiniens, parce que maintenant, c'est le chef d'état-major sioniste qui l'a dit. Il estime qu'il y a entre 200 000 morts et blessés. C'est vous dire un peu le massacre, avec plus de 100 000 tonnes de bombes qui ont été jetées, avec une violence illimitée. Comment voulez-vous que ces gens-là soient des gens dignes de confiance? Quand ils vont massacrer, je le dis encore, Sabra et Shatila, et que les Palestiniens se retrouvent réfugiés pour partie à Tunis, eh bien, ça n'empêche pas ces terroristes d'aller bombarder la Tunisie pour tuer les leaders palestiniens qui sont réfugiés là-bas. Ça ne s'arrête jamais. La poursuite est permanente, parce que ces gens-là sont des génocidaires, parce que c'est les suprémacistes racistes et parce qu'ils sont inspirés, et je le dis sans honte et sans embâche, par Adolf Hitler. Je veux dire, c'est leur modèle. On voit bien que l'obsession, c'est l'éradication, c'est les déportations, c'est le racialisme, c'est les animaux humains. Donc, il faut faire très attention à ça. Aujourd'hui, on est sur 2 ans de résistance avec un plan qui se voudrait un plan de paix, mais ce n'est pas un plan de paix qu'on propose. Ce plan est un plan de cessation des hostilités temporaires. C'est ça qui est proposé. On ne propose pas la paix avec la sécurité pour la Palestine, parce que les sionistes, ils disent toujours comme ça avec l'Occident, nous devons garantir la sécurité, nous devons reconnaître l'État sioniste. Ça, c'est une plaisanterie. Ceux qui doivent avoir une sécurité, c'est les Palestiniens. Et on leur propose quoi? Vous avez un État démilitarisé, sans économie, sans frontières, sans la possibilité de pouvoir voyager, évidemment, parce qu'ils sont en prison, et en plus, sans la perspective de créer un État digne de ce nom, avec, non pas une autorité palestinienne, mais un gouvernement élu palestinien. On interdit aux Palestiniens ce que la démocratie, soi-disant, doit être diffusée au monde entier, sauf aux Palestiniens, parce qu'ils votent mal, apparemment. Donc ça, c'est quelque chose qui est notoire. La Palestine, aujourd'hui, résiste, et demain sera libérée. Très bien. Vous avez quand même touché du doigt des aspects très importants, Gamal Abina, dans le sens où aujourd'hui, qui pourra se porter garant que l'entité sioniste, cette fois-ci, respecte justement les clauses quand ils sont signés. À savoir, par exemple, on l'a vu, par exemple, pendant 2 ans, l'ONU n'est pas arrivée à mettre un cessez-le-feu durable en raison de l'utilisation du veto, on va le dire ainsi. On l'a vu par le passé également, par exemple, à Srebrenica, pour revenir sur l'histoire, où on avait demandé à toute une population de déposer les armes, que rien ne leur arrivera. Une semaine après, on sait, et tout le monde sait, le drame qui s'est déroulé là-bas, où tout le monde a été complètement massacré avec les charniers qu'on a découverts par la suite. Alors aujourd'hui, ce qu'on demande justement, une zone complètement démilitarisée, où il n'y a pas d'armes, lorsqu'on demande à Hamas de ne plus exister sur le plan même militaire ou même politique, puisqu'il n'y aura plus de résistance, qu'est-ce qui dit qu'aujourd'hui l'entité sioniste va respecter ses engagements et donner des garanties? Et ne me dites surtout pas, Badis Khanissa, parce que ma question s'adresse à vous, que ce sera l'ONU, puisque l'ONU n'arrive même pas 2 ans après à faire obtenir un cessez-le-feu, ne serait-ce que provisoire. Je pense qu'avant même de parler de l'ONU, je rappelle au lendemain, c'est-à-dire de la déclaration du plan Trump, par Trump lui-même, à travers un tweet et puis par la suite à travers sa communication des affaires étrangères, rappelez-vous qu'il avait demandé un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt de toutes les frappes, notamment militaires sionistes. Pour autant, l'entité sioniste a continué et à ce jour d'ailleurs a frappé, a tué, je dirais s'attaquer à des... Donc vous voyez bien qu'effectivement, rien n'y fasse, quoi. C'est-à-dire que l'entité sioniste, d'abord, c'est un État terroriste et
c'est une entité terroriste, mais c'est surtout aussi un terrorisme d'État, notamment à une plus grande échelle, avec une armée régulière, donc qui se donne tous les droits, notamment, qui a forgé son narratif depuis la nuit des temps et depuis l'occupation, le premier jour de l'occupation, sur le sécuritaire et la survie, notamment de l'entité sioniste et du judaïsme. Elle a aussi, d'ailleurs, Netanyahou l'a rappelé à plusieurs reprises, d'ailleurs, il en a fait un programme, un projet national, vraisemblablement, qui est celle de la vengeance, qui est celle, justement, de transformer un échec sécuritaire en une guerre structurelle, aujourd'hui organisée contre une population démunie, et comme leitmotiv, ou comme argument principal, détruire la résistance et détruire le Hamas. Encore une fois, la résistance se doit de rester et d'exister et de subsister malgré tout, et je pense que elle le sera au lendemain même des accords de paix, elle le sera toujours au lendemain même de la reconstruction et de la renaissance, j'ai envie de vous dire, de Gaza. Je dis ça pourquoi? Parce que Netanyahou, effectivement, a essayé de creuser la tombe de Gaza, et c'est sa tombe qu'il a creusée. Netanyahou a essayé de détruire Gaza, et c'est Gaza qui l'a détruit politiquement, moralement, puisque je rappelle, cela a permis aussi aujourd'hui de montrer au monde le vrai visage obscur du sionisme, qui jusque-là était un courant idéologique politique, entre parenthèses, d'ailleurs souvent, je dirais, mélangé avec le sémitisme ou l'antisémitisme d'ailleurs. Et je conclurai peut-être sur ce point, effectivement, sur les cautionnements, sur les garanties. Aujourd'hui, la seule garantie, c'était effectivement de maintenir ce levier de pression qui est celui de la résistance, pour rendre pour chaque coup 10 coups, pour être toujours fin prêt à répondre à toute tentative d'agression future, notamment de l'entité sioniste. Je rappelle que jusque-là, il y a encore des projectiles qui sont lancés vers je dirais la zone frontalière des territoires occupés. Il y a encore une résistance qui continue à faire mal à cette entité sioniste. Seul ce levier qui permettra effectivement d'apporter une espèce d'équilibre, notamment en matière de projection territoriale et de projection politique. Ensuite vient bien évidemment un autre levier, puisque vous ne voulez pas qu'on discute, on évoque l'ONU, puisqu'il y a aussi peut-être une nécessité absolue aujourd'hui de réforme, notamment de cette structure, mais je me contenterai peut-être de parler d'un autre espace aussi géopolitique important, qui est celui du monde arabe et celui du monde musulman. Ça a été évoqué tout à l'heure par votre invité, effectivement, où cette force doit s'organiser aux côtés d'autres alliés stratégiques qui ont émergé tout à l'heure à travers cette victoire, notamment du Sud global que j'ai évoqué tout à l'heure. Le Sud global doit être aussi présent, notamment pour un peu faire la contrebalance, justement, de toute tentative de violation de l'entité sioniste, mais surtout aussi pour être arbitre de ces négociations, mais surtout aussi de respect de ces négociations in fine. Mais, encore une fois, par pur pragmatisme et sagesse, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, dur sera effectivement de faire soumettre ou faire fléchir l'entité sioniste tant que son allié principal, inaliénable, indéfectible, qui est les États-Unis, n'exerce une pression. Et là, peut-être, entre parenthèses, se rassurer, ou un brin d'espoir, j'ai envie de vous dire, c'est que je reviens toujours et je me répète là-dessus, cette discussion que Donald Trump a eue avec Benjamin Netanyahou, en lui évoquant le fait que son peuple, le peuple américain en l'occurrence, commence à détester le peuple israélien. Donc, et encore une fois, j'ai la nette conviction, peut-être aussi sur les futurs leviers qui permettront effectivement de donner davantage du crédit, mais davantage aussi de victoire à la cause palestinienne, reste la société civile planétaire mondiale, c'est-à-dire les peuples qui n'obéissent à aucun diktat politique, aucun diktat géopolitique, aucun diktat sécuritaire. Ils n'obéissent qu'un seul diktat qui est celui de l'humain, des droits humains, les droits les plus fondamentaux, à savoir jouir de sa vie, vivre dignement, vivre librement. Et vous voyez bien qu'à travers les rues du monde entier, aujourd'hui, les lignes bougent, y compris de certains États, par extension justement de la pression de leur propre population respective. Donc vous voyez bien que demain, quand la population américaine se lèvera vent debout, et vous avez bien vu effectivement, y compris sur le territoire américain, nous avons assisté à des manifestations importantes contre justement l'entité sioniste et pour le cessez-le-feu, on pourra imaginer in fine effectivement des lignes qui vont bouger et certainement aussi, pourquoi pas, une désolidarisation
peut-être timoré certes au début, mais qui permettra davantage de structurer ce voyou, de structurer cet élément perturbateur qui est l'entité sioniste et d'aller vers des négociations sérieuses, vers un plan de paix sérieux, vers aussi, vous avez évoqué effectivement l'entité sioniste et sa volonté à vouloir toujours imposer sa loi. N'oublions pas aussi que les accords d'Abraham n'ont pas aidé. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour certains pays de faire volte-face et de revenir à la raison. Et là aussi, je reviens à ce levier, je dirais, incontournable, inévitable, qui sont les peuples. Je rappelle ne serait-ce que le Maroc, où il y a des manifestations immenses qui demandent effectivement l'annulation et la cessation de tout accord, notamment avec cette entité génocidaire. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a une complexité, il y a une certaine lenteur structurelle propre à l'administration et l'institution qui est l'ONU, mais je persiste et signe sur le fait qu'effectivement, seul l'humanisme, notamment de la population mondiale, permettra effectivement de continuer à exercer, puisque la pression existe déjà, et surtout d'apporter une espèce de sagesse, d'apporter une certaine sérénité, notamment à la cause palestinienne, pour qu'on arrive enfin à libérer un peuple qui vit, je dirais, les pires cauchemars depuis, non pas 2 ans, mais depuis 1948. Voilà, merci beaucoup pour la précision, Badis Nissa, parce que c'est vraiment depuis 1948 que dure le supplice des Palestiniens et non pas depuis le 7 octobre, comme on voudrait peut-être le faire croire un petit peu. Gamal Abina, je reviens vers vous. Je voudrais quand même avoir votre avis sur la question. 2 ans après ce génocide, ou 2 ans encore et le génocide qui se poursuit, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste, ou comment voyez-vous les choses brièvement? L'Algérie a mis 132 ans pour se débarrasser de la barbarie coloniale. Les Palestiniens, ils sont à 80 ans, ils ont encore 50 ans d'efforts peut-être à produire. Mais une chose est certaine, c'est pas un rétablissement de la Palestine mandataire de Tony Blair, qui est ridicule d'ailleurs. C'est pas cette volonté de faire pression. Je note qu'une seule chose, et je rejoins vraiment là pour le coup Badis, parce que je crois qu'on partage la même idée. La victoire est totale côté palestinien, non pas en termes de défaite humaine avec la mort, le massacre et tout ça, mais le Vietnam, 3 200 000 morts. Ils ont gagné la guerre. Ce que je veux dire, c'est que la victoire palestinienne est totale sur un point au moins qui est évident en dehors de tous les aspects moraux, juridiques et autres, c'est sur la conscientisation du monde sur la question palestinienne. C'est-à-dire qu'on avait effacé la Palestine pendant quasiment presque 40 ans avec ces faux accords de 93. On l'avait effacée et elle revient devant de la scène de façon extraordinaire parce que le monde entier, les peuples du monde, jusqu'au Japon, je veux dire, les Japonais sont ni musulmans ni arabes, manifestent par milliers, par centaines de milliers en faveur de la Palestine, que les pays sous tutelle quasiment de la menace, de l'antisémitisme permanent, ce chantage, comme l'Allemagne ou la France, les peuples sont dans la rue et que effectivement le peuple de Palestine n'a jamais baissé la garde et continue à montrer fièrement la dignité d'un peuple qui en a volé sa terre. Merci beaucoup Gamal. Badis, le dernier mot également, pour ne pas faire de jaloux. Allez. Non, je ne serai jamais jaloux de mon ami Gamal Abina. Non, je le sais. Plus sérieusement, non, je pense qu'effectivement, je reviens à cette conscientisation planétaire qui permet aujourd'hui effectivement de mettre la lumière, et toute la lumière, en tout cas, sur la cause palestinienne. La Palestine a un peuple, c'est ce qui fait sa force aujourd'hui, au-delà de la résistance, parce que la résistance est je dirais, composée par cette même population qui, encore une fois, veut qu'une seule chose, son indépendance, et revenir à une justice internationale. Et peut-être je conclurai là-dessus rapidement, c'est que, encore une fois, Netanyahou est éphémère. Combien des Netanyahou a eu la cause palestinienne? Sauf que la cause palestinienne est restée toujours debout. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle est internationalisée. Elle est, je dirais, sur toutes les bouches, elle est dans tous les médias du monde entier. Donc vous voyez bien qu'effectivement, ce que l'entité sioniste a essayé d'occulter depuis aujourd'hui, il a explosé en pleine gueule. Et je pense, et je persiste encore une fois à dire que la Palestine vaincra. Et Free Palestine, merci beaucoup Badis Nissa, merci Gamal Labina, vous êtes tous les deux analystes et experts en questions internationales. Quant à moi, je souhaite ne plus refaire la 3e année d'un génocide, mais j'espère que le 7 octobre prochain, 2026, je parlerai d'une Palestine libre et de Palestiniens apaisés. Merci de nous avoir suivis, on se retrouvera demain pour une nouvelle édition de l'Échiquier international. Au revoir.